Bonjour Hervé Lerner. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Globule Rouge pour parler de votre premier récit en prose, L'âme chevillée au corps, publié aux éditions Dialogue. À travers votre histoire familiale, vous rendez hommage à la langue ouvrière. Pourquoi avoir eu l'envie d'écrire ce livre? Alors pourquoi? Je ne sais pas. Comment je peux essayer de dire? Il est vrai qu'au cours des années, puis des décennies, puis des lustres, des lunes et des quarts de siècle et des moitiés de siècle, ces expressions ouvrières m'étaient restées en mémoire. Elles ont traversé toutes mes études, toute ma vie. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un héritage langagier. Il faudrait que quelqu'un écrive quelque chose pour rassembler ces expressions qui sont éparses, mais qui pour l'instant n'existaient que dans ma mémoire. Donc c'est à la demande générale, en tout cas d'un certain nombre de gens, que j'ai commencé à écrire le livre. D'ailleurs, comment vous y êtes-vous pris pour consigner toutes ces expressions, pour organiser votre récit? Alors oui, dans un premier temps, je les ai donc consignés, j'ai fait une espèce de catalogue, et puis après il s'est posé la question de comment je fais le lien. Alors je me suis dit, la chose qui m'a servi à m'en souvenir, ce sont mes oreilles d'enfant. Donc essayons de nous replacer dans la condition ouvrière, dans la famille, avec tout ce que je pouvais entendre, avec mes oreilles d'enfant, leurs incompréhensions, les perplexités de certaines expressions, etc. Et après, donc, le lien est venu. Et en dernier, j'ai eu l'idée de faire 3 parties. L'étoffe des mots dont je suis faite, la deuxième partie qui est réservée, qui s'appelle, si je me souviens bien, sa dégoisse ferme, rumeur, brocardage, persiflage, etc. Et la troisième partie, pour mémoire, avec des expressions dont la plupart sont quand même connues encore aujourd'hui de la plupart des gens dans l'Hexagone. En nous racontant presque un siècle de vie dans les campagnes françaises, aviez-vous conscience de fournir également le témoignage d'une époque? Au début, non, mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Lorsque j'ai écrit en amont des mots, donc c'est une espèce de préambule qui préface le livre, j'ai été obligé de planter le décor et de raconter d'où je venais, quels étaient mes ascendants directs, quelle était leur vie, une vie vraiment extrêmement dure. Hein. Mes grands-parents, ma grand-mère maternelle et son mari étaient journaliers agricoles. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés au même rang que le bétail. D'ailleurs, ils dormaient à l'étable ou dans la grange, ils n'entraient jamais dans les corps de ferme. Ils louaient leur travail à qui voulait bien les embaucher. Et c'était vraiment une condition très, 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 très difficile. Je dirais même qu'ils n'étaient pas sur un échelon de l'échelle sociale, ils étaient carrément sous l'échelle. Ils sont allés sur les routes, oui, ils sont allés de Lyon à Orléans, puis après en Seine-et-Marne. Et alors ensuite, à la génération suivante, celle de ma mère et de mon père, il y a un mieux, puisqu'ils sont OS2. Ils sont donc ouvriers de base de l'usine, mais ça déjà, c'est déjà un mieux, c'est un statut. Et donc, ma mère a fait des études très brèves, mais très brillantes. Mon père, encore un peu plus brève et un petit peu moins brillante. Et bon, il a quitté l'école à 12 ans, comme c'était le cas pour la plupart des gens, puisqu'à 12 ans, on partait au travail à l'époque. Voilà, donc c'est la nécessité de planter le décor et qui m'a fait écrire ce chapitre-là. Et ainsi, j'ai pu retracer les origines, puisque dans les expressions qui sont présentes dans le livre, il y a une palette extrêmement large. Il y a des résidus de patois de Lyon et du Morvan, il y a la classe ouvrière elle-même, les métallos, l'usine, matinée de films de Jean Gabin et autres films de gangsters. Et puis, il y a les acquisitions livresques de ma mère, puisque c'était une grande lectrice et qu'elle pouvait dire aussi bien ah ben voilà, ben, le temps qui s'hébergeau, il va en tomber une rouchée, qui veut dire en patois de Lyon, oh le temps se gâte, il va tomber une averse, jusqu'à des mots comme prévarication, vicissitude, collusion, ostracisme, pécuniaire, etc., etc. Donc ma mère avait une palette extrêmement large et donc j'ai été nourri à tout cela. Vous nous dites d'ailleurs qu'à l'université, on vous a appris que le principe d'économie régissait les échanges langagiers. Qu'en pensez-vous? Oui, alors je suis passé entre-temps d'enfant muette à femme relativement volubile et j'ai fait des études de linguistique. Et je me revois à la Sorbonne
le premier cours de linguistique avec ce professeur extrêmement sérieux qui nous annonce, premier cours, que la langue est faite pour communiquer et qu'elle est régie par le principe d'économie. Alors bon, moi je savais comme tout le monde qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient pour ne rien dire, donc communiquer, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Et puis alors le principe d'économie, je ne voyais pas. Ma mère qui disait il faut une carte de travailleur de force pour soulever ce truc-là, pour dire c'est lourd, je ne voyais pas trop où était le principe d'économie. Donc j'en ai déduit que le professeur n'a peut-être pas fait beaucoup d'études sur le terrain. Et en tout cas, il ne s'était pas rendu chez ma mère, ça c'est sûr. Lorsque vous évoquez les mots, lorsque vous parlez des expressions donc, de cette langue ouvrière, on a la sensation que les mots n'ont jamais uniquement qu'une carapace acoustique, mais vraiment que vous les incarnez, que vous les rendez presque palpables. Est-ce cela ? Alors ça, c'est plutôt un compliment pour l'écriture du livre. J'ose espérer que c'est l'écriture qui les a rendus palpables. Je pense que s'ils deviennent concrets et vivants, et donc peut-être palpables, c'est parce qu'ils sont extrêmement imagés. Ils font image. Ils font image. Laisser flotter les rubans. Moi, étant petite, je me voyais en train de tenir un faisceau de rubans et de les laisser flotter au vent. Il y a évidemment 36 000 expressions qui font directement image. Des images que je prenais littéralement au pied de la lettre quand j'étais petite et qui après ont pu faire image à un deuxième degré. Avez-vous en tête quelques expressions justement qui vous ont particulièrement marqué ? Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas un pied de vache. Alors je commence par l'agriculture, par la campagne. C'est pas un pied de vache près. Ma mère disait ça pour dire bon, on va pas fignoler, hein, bon, c'est pas un pied de vache près. Ça fera bien la rue Michel. Et en fait, c'était la rue Michel, c'est-à-dire bon, c'est des vêtements qu'on pouvait mettre. Oh, c'était un peu du bric et du broc, mais ça fera l'affaire, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Laisser flotter les rubans. Ça dégoisse ferme. Ça dégoisse ferme. En fait, c'est pas directement. J'ai pas entendu ça directement. C'est moi qui ai ramassé dans cette formule toutes les aménités que se disaient ou qui disaient dans le dos des autres les gens qui parlaient des défauts physiques, vestimentaires, de la bêtise de leurs congénères. Voilà.